Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette conférence de Star Wars Universe. Parce que nous allons nous intéresser à un aspect fascinant de la saga, son passé. Nous allons traiter des événements antérieurs aux 11 films qui sont sortis jusqu'à présent. Et nous allons vous expliquer comment ces questions ont été évoquées dans les univers étendus, officiels et Legends. Donc déjà un petit point pour la séparation des univers. Je ne sais pas si tout le monde est au point. Legends officiels, c'est bon? Bon, voilà. Donc Legends 1977-2014, officiel depuis 2014. Nous allons commencer par le Legends, bien sûr. Donc, tout d'abord, voilà. Pour mieux visualiser entre ces deux univers le rapport, vous prenez ce triple décimètre. Si 1 centimètre représente un millénaire, dans l'univers Legends, il y a 26 centimètres d'œuvres publiées. C'est une construction énorme. Dans l'univers officiel, c'est un demi-centimètre. Pour le moment, c'est beaucoup plus restreint. Beaucoup plus restreint. Donc, pour l'univers Legends, vous connaissez le début de cette saga. Les premières évocations de l'histoire se font dans l'Héritier de l'Empire, dont l'auteur dédicace les ouvrages à quelques mètres d'ici. Donc, en fait, Timothy Zahn a introduit dans son histoire plusieurs références au passé immédiat de la saga. Il a parlé de la flotte Katana, des cuves de clonage Sparty. Il a parlé de la biographie de Joruus Sebaos. Tout un tas d'éléments, en fait, qui étaient très intéressants, qui ont permis de contextualiser la saga et qui, en fait, revenaient dans les discussions, un peu comme le fait notre Seconde Guerre mondiale. Au niveau du rapport au temps, c'est la même chose. Donc, ce sont des événements assez proches. Le problème, c'est que la prélogie est arrivée et quasiment tout a été invalidé. Par exemple, les cuves de clonage, eh bien, l'armée de clones a été conçue différemment et elle est passée d'ennemis à armée de la République. Fort heureusement, une autre saga est arrivée, Dark Empire. Donc, dans la foulée de la Trilogie du Trône, donc une autre saga est arrivée, comme il a dit, donc Dark Empire. Donc, Dark Empire, il faut savoir que quoi qu'on peut penser du scénario, de son empereur ressuscité, déjà à l'époque, c'est pas une nouveauté de Trost, il n'avait pas envie de reposer en paix, mais ce sont des comiques qui ont de... Alors, c'est tout bon? Bon, je vais parler plus crier. Coller au menton. Bon, alors coller au... D'accord. Donc coller au menton. Ah, ouais, ça va mieux. Donc, mais ce sont des comics qui ont donné naissance à un incroyable lore, un matériau de base essentiel pour la suite de l'univers. Ce sont les premiers récits explorant Osus et mettant en scène l'ancien ordre Jedi, mais aussi Korriban et les seigneurs Sith. Ils renvoient vers des temps très anciens, 4 millénaires plus tôt. Et d'ailleurs, le scénariste de l'Empire des Ténèbres, Tom Veitch, va se voir confier une autre série de comics qui se déroule à cette période. C'est la légende des Jedi. L'histoire des Jedi déçus, Ulikel Droma, et Exarchun, découvert en même temps dans la trilogie de l'Académie Jedi de Kevin J. Anderson. Ce récit pose les bases de ce qui seront plus tard la plupart des histoires racontées dans l'Ancienne République, à savoir un affrontement entre Jedi, Sith, avec parfois un troisième peuple, les Mandaloriens. Alors vous pouvez vérifier, le préquel de la légende des Jedi avec l'histoire de Nagasado, Jedi contre Sith, les jeux KOTOR, Jedi contre Sith, le MMO The Old Republic, même si beaucoup d'intrigues ont été rajoutées parce que ça fait quand même 12 ans que le jeu dure, ça reste avant tout Jedi contre Sith. Les comics racontant l'histoire de Zan Karik, Jedi contre Mandalorian, même si l'ombre des Sith n'est jamais très loin. Pour revenir à l'histoire proche de la saga, il faut attendre la prélogie et la sortie des films. Donc, entre 1999 et 2012, une chronologie s'est progressivement étoffée. On a découvert la guerre de Stark, un conflit original mettant en scène une confédération de hors-la-loi contre les Jedi. On a vu aussi le soulèvement de Lincor,
La série des apprentis Jedi a permis d'étoffer le fonctionnement de l'ordre et l'histoire personnelle d'Obi-Wan Kenobi et de Qui-Gon Jinn. C'est surtout le roman Dark Plagueis qui a permis de donner des dates sur la République, de construire des intrigues politiques. Les histoires étaient différentes parce que les Sith n'étaient pas présents, ou seulement dans l'ombre, et cela jouait beaucoup plus sur des intrigues politiques. Pour l'univers officiel, la situation était bien différente, parce que les films de la prélogie étaient déjà sortis. On sait donc mieux ce qui se passe au moment de la prélogie, mais pour autant, la période n'a pas été très exploitée. Vous avez là quelques exemples d'œuvres sorties, mais il y en a 10 en tout dans la base de données de SWU. À titre de comparaison, pour l'univers Legends, on est à plus de 70. Mais l'univers officiel a lancé en début 2021 sa grande saga, La Haute République. En soi, c'est une petite révolution. Alors que la littérature Star Wars, depuis le rachat de Disney, se concentrait avant tout sur la période entourant les films concernant la trilogie originale, on revenait aux grandes ambitions d'autrefois, avec des récits dévoilant les coulisses d'un passé lointain, très lointain. 200 ans avant les films. Bon, ça reste très loin de ce qu'était l'Ancienne République, mais le projet Luminous, comme c'était son nom de code à l'époque, n'est pas inintéressant pour autant, car il apporte finalement un regard neuf sur le passé de la saga. Parfois plus innovant, parfois plus déroutant. Prenez l'exemple. Prenez par exemple le tout début de la série, l'accident du Legacy Run, et ses conséquences sur l'hyperespace, à la fois impressionnant et inédit. Et cette présentation d'une république au fait de sa puissance, sûre d'elle, appréciée, c'est rarement vu. Mais l'exploration du passé n'est sans doute pas finie, et si on se fie aux dernières annonces de Celebration, puisque le film est confié à James Mangold, censé se dérouler, selon les premières informations, 25 000 ans avant les films. Alors pourquoi 25 000 ans? En fait, c'est assez simple. Cela découle d'une citation d'Obi-Wan Kenobi, que vous connaissez tous, dans l'épisode 4. Pendant plus d'un millier de générations, les chevaliers Jedi furent les gardiens de la paix et de la justice au sein de l'Ancienne République, avant l'Empire. Un millier de générations, vous prenez 25 ans par génération, et paf, vous avez les 25 000 ans. Donc c'est la référence retenue par l'univers Legends pour l'apparition de l'ordre Jedi moderne, la fondation de la République galactique. C'est ce qui va permettre de positionner les premières sagas historiques 4 à 5 000 ans avant la saga Skywalker, tout en restant assez loin de ces films pour que la République et les Jedi soient quand même des institutions établies, anciennes. Mais au moment de la prélogie, un autre repère chronologique apparaît, celui des 1000 ans, annoncé par Ki-Adi-Mundi, l'an la menace fantôme. Voilà. Mais dans l'attaque des clones, le conseiller de Naboo, Sio Bibble, évoque le fait qu'il n'y a pas eu de grande guerre, de guerre à grande échelle, depuis la création de la République. Donc la fondation de la République, il y a 1000 ans ou il y a 25 000 ans? Ben Kenobi ou Adi-Mundi et Sio Bibble? En fait, ça a été les deux à la fois. Les 25 000 ans environ ont été retenus pour la fondation de la République et les 1000 ans pour sa refondation, à l'occasion des réformes de Ruzan. C'est l'un des rares points communs entre les deux chronologies de l'univers officiel et de l'univers Legends. Les deux comportent aussi une même année 0, celle de la bataille de Yavin. C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre calendrier, où on passe directement de l'an -1 à l'an 1. À partir de ces repères, il était possible de construire une chronologie. Et là encore, entre les univers Legends et officiels, deux stratégies bien distinctes sont apparues. Donc voici la chronologie très résumée de l'univers Legends, disponible sur Star Wars Universe. Donc pour le Legends, je ne sais pas s'il y a des lecteurs du Seigneur des Anneaux dans la salle. Un certain nombre quand même, bon. Si vous avez lu le tome 3 dans la plupart des éditions, à la fin vous trouvez ce qu'on appelle les appendices. Donc avec toute une chronologie construite, détaillée année après année, ou presque. En fait, on a quasiment la même chose pour l'univers Legends, avec des événements anecdotiques que l'on finit par avoir bien placés sur une chronologie.
Par exemple, on sait que la grande révolution droïde a eu lieu en 4015 avant la bataille de Yavin, alors que cet événement n'est que mentionné dans les guides ou jeux vidéo. Cette chronologie est née de guides comme l'Essential Chronology. Donc, c'est un livre qui est sorti en 2000, qui a été révisé en 2005 et qui a servi de base pour ce classement. Ça a permis de ranger les romans dans l'ordre chronologique. Et certains auteurs s'en sont même servis directement. Par exemple, dans Dark Plagueis, encore une fois, James Luceno date les 3 périodes de son roman. Ça a même pu aller beaucoup plus loin. Par exemple, Karen Traviss, dans sa série République Commando, avait établi une chronologie de la guerre des clones, jour par jour, quasiment, entre la bataille de Geonosis et l'Ordre 66. C'était très intéressant, très précis, et puis The Clone Wars est arrivé et plus rien ne tenait. Et c'est probablement pour ça que l'univers officiel est beaucoup moins précis concernant sa chronologie. Par exemple, l'épisode 7, on sait qu'il va se dérouler 30 ans après l'épisode 6. Solo, on sait qu'il se déroule 10 ans avant l'épisode 4. Mais si vous ouvrez vos livres Pocket, il y aura toujours la chronologie, mais il n'y aura plus de date. Et jusqu'à récemment, il n'y a pas eu l'ambition de définir précisément le placement dans l'histoire de tel ou tel événement. Alors pourquoi ? Alors, il ne semble pas que Lucasfilm se soit exprimé officiellement sur le sujet, mais on peut avancer plusieurs raisons. Alors, d'abord, pour être un peu cynique, ça donne beaucoup moins de travail au story group. Effectivement, pour rendre un univers cohérent, ça demande beaucoup de travail, et ce n'est pas simple de faire tenir tout ça dans un laps de temps donné. Il suffit de prendre la guerre des clones, par exemple, il faut faire tenir ça sur 3 ou 4 ans. On a aussi l'exemple de séries de comics à faire tenir pendant la trilogie originale. Depuis 2015, il y a eu un paquet d'histoires sur ces quelques courtes années, et c'est encore plus vrai depuis qu'on est passé sur l'intervalle entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Mais il y a un autre aspect qui est peut-être plus intéressant à prendre en compte, c'est celui de la considération pour l'histoire à l'intérieur de l'univers. Si vous prenez le réveil de la Force, c'est là que c'est apparu au premier plan, ça a été aussi dans la série Le Mandalorien, c'est le remplacement de l'histoire en fait par la légende. Dans le réveil de la Force, Rey, lorsqu'elle rencontre Finn, croit que Luke Skywalker est une légende. Din Djarin n'a jamais entendu parler des Jedi, que l'armurière décrit comme à travers des légendes de jadis. Alors qu'on parle de 30 ans d'intervalle. C'est finalement très peu. C'est comme si on vous parlait sur ce ton du mur de Berlin, par exemple. On est sur le même rapport de temps. Ça paraît irréaliste, mais il ne faut pas oublier que Star Wars, à la base, c'est de la science. C'est un space opéra, ou de la space fantasy plutôt que de la science-fiction. C'est quelque chose qui revient donc dans l'univers maintenant, et c'est une sorte de retour aux sources. Parce que déjà dans les films d'origine, on manquait d'informations sur le placement chronologique des événements. On ne savait pas, par exemple, combien d'années il pouvait y avoir entre l'épisode 4 et l'épisode 5. On ne savait pas combien de temps Luke passait sur Dagobah pour sa formation, pendant que Han et Leia étaient sur le Faucon. On ne savait pas combien de temps il y avait, même plus récemment, entre le sauvetage du chancelier Palpatine et sa transformation en empereur galactique. Donc toutes ces questions, c'est l'univers étendu qui a répondu. Les films n'y prêtaient pas attention. Mais sur ces points, il y a eu quelques évolutions dernièrement. D'abord, si vous avez suivi Celebration, vous le savez peut-être, il y a une toute nouvelle chronologie. Le visuel que vous avez là n'est plus tout à fait à jour, car nous avons de nouveaux repères qui se sont ajoutés avant et après la prise. Jugez plutôt. Alors, ces ajouts correspondent au nouveau film annoncé. Alors, celui de Charmin Obey-Chinoy prend place après la post-logie, et inaugurera donc une nouvelle ère, celle du Nouvel Ordre Jedi. Un nom familier, avec un logo familier, puisqu'il ressemble beaucoup à celui de la période Legacy dans l'univers Légende. L'Ancienne République récupère elle aussi un logo familier, et pour l'Aube des Jedi, autre nom familier décidément, le symbole serait apparemment issu du temple Jedi d'Ashto, vu dans l'épisode 8. C'est durant cette période que doit se dérouler le fameux film de Jet Mandel, 25 000 ans avant la saga Skywalker. On y revient finalement à cette date. Et il y a encore eu du nouveau depuis Celebration.
Parce que nous avons eu cette semaine la sortie d'un ouvrage appelé Star Wars Timelines. C'est l'équivalent de la New Essential Chronology. C'est un ouvrage qui place les événements sur une frise chronologique. Alors, ne vous emballez pas, quand on consulte le résumé des événements précédents l'épisode 1, on se rend compte que finalement, beaucoup d'événements sont avec une mention estimated. Il n'y a pas de placement très précis. On a quelques dates assez vagues. On sait par exemple que l'Ordre Jedi a été créé 25 000 ans avant, on y revient encore une fois. Que la République, elle, a 20 000 ans, c'est 5 000 de moins que dans les Legends. Et on sait aussi que le temple Jedi de Coruscant est beaucoup plus récent que dans les Legends, il n'a que 1000 ans au moment de l'épisode 1. C'est ce genre de détails. On reste encore loin de la richesse qu'il pouvait y avoir dans l'univers Legends, et c'est sans doute pour laisser davantage de liberté de création aux prochains films, aux prochains jeux, aux prochaines séries, dans cette période de l'univers étendu. Donc la question est de savoir si ces œuvres reprendront les mêmes tropismes de la saga concernant l'histoire. Car oui, malgré les différences évoquées plus haut, il y a deux aspects historiques qui sont omniprésents dans les deux univers étendus. Alors, le premier, ce sont bien sûr les reliques. Reliques dans le sens objets venus du passé. Elles sont présentes depuis le commencement de la saga Star Wars. Le sabre d'Anakin, ce sabre qu'Obi-Wan offre à Luke, est un témoin du passé. C'est un objet chargé d'un lourd sens symbolique qui a d'ailleurs été repris dans l'univers légende et plus récemment dans la postlogie. Mais si l'on restreint les définitions, si l'on se concentre juste sur les objets et sur les histoires avec des objets très anciens qui sont au cœur du récit, on a aussi des exemples qui remontent à longtemps. On a par exemple le cristal de Kyber dans Splinter of the Mind's Eye. Alors là, c'est un objet, donc Splinter of the Mind's Eye, premier roman de l'univers étendu en tant que tel. Il est sorti juste après l'épisode 4. Il était pensé comme une suite possible. Et donc, le cristal de Kyber, qui est devenu le cristal Kyber par la suite, c'est un objet qui devait servir de MacGuffin, c'est-à-dire un objet au centre de l'histoire après lequel tous les personnages courent. C'est quelque chose que George Lucas aime beaucoup placer dans ses scénarios. Il en a fait la base d'une autre saga, vous savez, celle où Han Solo porte un fedora et un fouet. Et d'ailleurs, après Splinter of the Mind's Eye, Han Solo a été l'un des premiers personnages à partir en quête de reliques dans un livre. Il s'agissait du trésor de Xim le Despote, au tout début des années 80. Un peu après, c'est son ami Lando qui a découvert la harpe mentale des Charous. Et vous le voyez, la ressemblance, l'inspiration est flagrante. Au début des années 90, la série de comics L'Empire des Ténèbres va créer le concept des holocrons, qui vont devenir l'un des symboles des reliques dans l'univers étendu. Donc voilà un exemple. Vous avez aussi les sabres laser, qui ont aussi ce statut une nouvelle fois. On découvre des sabres laser très anciens. Et on peut aussi découvrir des vestiges de construction de Jedi. Alors, ces constructions de Jedi-là ne sont pas de Dark Empire. Elles viennent d'une autre saga de romans qui parlait d'un groupe d'anciens impériaux, amateurs de reliques de Dark Vador, et confrontés à un descendant de Palpatine, entraîné par Luke, la saga du Prince Ken. Bon, bref, donc dans les années qui ont suivi, la course aux reliques et assimilées s'est poursuivie. C'est le cœur de plusieurs jeux Star Wars. Donc, on peut penser à Dark Force Jedi Knight, par exemple, qui nous met sur la trace de la vallée des Jedi, un vestige du passé refermant un immense pouvoir. Quelques années plus tard, arrive Knight of the Old Republic, ou KOTOR, si vous préférez. Dans ce récit qui se déroule 4000 ans avant les films, on passe l'essentiel de la partie à rechercher des objets encore plus anciens, les cartes stellaires, pour trouver une autre relique sous forme de super-âme, celle-là, la Forge stellaire. Il y a d'autres exemples, mais je vais vous en présenter un qui est particulièrement intéressant. C'est celui du talisman de Carnes Mur. Là, niveau rapport de la saga Star Wars à son passé, on est en plein dedans. Cet objet est au cœur d'un crossover de comics qui est nommé Vector, qui rassemblait 4 séries de l'univers Legends sur plus de 4000 ans. On allait de Chevalier de l'Ancienne République, la série avec Zenkarik, à Legacy,
la série de Skywalker qui se déroulait 130 ans après les films. L'objet a été donc en contact avec ces 4 personnages. C'est un talisman, un objet Sith particulièrement puissant et dangereux, à l'origine des Rakghoul, une sorte de zombie que les joueurs de KOTOR connaissent bien, je pense. Et cet événement, ce crossover, a eu des répercussions, en particulier sur la série Legacy. Donc ceux qui l'ont lu savent de quoi il s'agit. Et pour les autres, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque et ça a complètement modifié le cours de la série. Et cet aspect des reliques a survécu dans l'univers officiel. On peut penser par exemple dans l'épisode 8 et les fameux livres Jedi sauvés par Rey, ou encore l'orienteur Sith dans l'épisode 9 qui permet de mener sur Exegol. Il y a les holocrons qui sont également toujours ici et qui jouent un rôle présent important dans Rebelle, mais surtout quand Marvel a décidé de faire pour la première fois une série de comics non basée sur un personnage des films, c'est une archéologue qui a été choisie, le Dr Aphra. Et selon son créateur, Kieron Gillen, le personnage était en partie inspiré par Indiana Jones. Comme quoi, la boucle est bouclée, on y revient. Et la quête d'objets anciens ne représente qu'une petite partie des aventures du personnage. Mais les cristaux Massassi, le Farkiller ou l'épée de Cashnium permettent d'étendre un peu ce que l'on sait du passé de la galaxie. La série a ainsi permis de faire découvrir des éléments comme l'Ordu Aspectu, une sorte de secte dérivée de l'ordre Jedi. Enfin, nous avons les séries Disney+. Et c'est une relique bien connue des fans qui a clôturé la première saison de Mandalorian, le Sabre Noir. Et il a gagné en importance dans les saisons 2 et 3. Mais parfois, les reliques n'ont pas besoin d'être au centre de l'histoire pour attirer le regard. Dans Andorre, c'est une boutique d'antiquité qui sert de couverture à l'Utenrel. Et si tous les objets ne sont pas anciens ou précieux, beaucoup sont des références que reconnaissent les fans et qui renvoient à telle ou telle histoire. Alors, je peux vous parler en particulier de ce cristal que vous voyez ici. Donc, c'est un cristal Kyber. Et selon le guide de l'épisode, où il apparaît, il est censé avoir été créé après la chute d'une civilisation ancienne, les Rakata. Donc, nous allons en parler. Parce que beaucoup de ces reliques sont liées à ces civilisations anciennes, qui sont l'autre aspect commun entre les univers Legends et officiels. Donc, les Rakata. C'est une des civilisations anciennes de l'univers Legends les plus connues. Ils sont très intéressants parce qu'ils ont des aspects inédits. Leur technologie fonctionne grâce au côté obscur de la Force. Ils sont au cœur du jeu Knights of the Old Republic, donc KOTOR, et on y découvre peu à peu leur histoire et leurs accomplissements. Par exemple, ce sont eux qui ont donné à Tatooine sa forme actuelle. La planète auparavant était verte et luxuriante, mais les ancêtres communs des Tusken et des Jawas se sont révoltés contre eux, contre leur emprise, contre leur empire infini, et pour se venger, ils ont vitrifié la planète. Le jeu sous-entend aussi qu'ils ont dopé, avec leur connaissance, la croissance des arbres Roshir de Kashyyyk, et probablement aussi celle des Wookiees. On découvre aussi dans le cours du jeu que c'est une épidémie qui les décima, qui les coupa de la force et qui provoqua la chute de leur civilisation. Et un tel affaiblissement, normalement, avait mené à leur disparition, sauf qu'on découvre, attention spoiler, il en reste encore quelques-uns coincés sur leur planète d'origine. Mais c'est aussi le cas d'une autre espèce dominante de l'ère pré-républicaine, les fameux Kilik, en guerre contre les Rakata, justement, qui effectuent un retour au premier plan lors de la trilogie du Nid Obscur. Par contre, les Tongles, eux, ont disparu pour de bon. Ces natifs de Coruscant, au tempérament belliqueux, étaient en guerre avec les Ailes, les ancêtres des humains. Ils finirent par être chassés de la planète et trouvèrent refuge sur Mandalore, dont ils ont fui leur foyer. Oui, originellement, les Mandaloriens n'étaient pas humains, et dans l'univers légende, les Tongles finissent par accepter d'autres cultures, d'autres espèces dans leur culture, et les derniers membres biologiques de l'espèce disparaissent lors des guerres mandaloriennes contre Revan.
On va parler maintenant de notre civilisation, les grilles. Ils seront encore plus mystérieux. Donc vous voyez leur aspect. On ne les a pas encore vus dans les films. Je pense qu'ils se feront marquer le jour où on les verra. C'est une espèce qui a survécu, elle, mais elle a perdu la plus grande partie de sa technologie innovante, au premier rang desquelles ces hyperportes qui permettaient de voyager instantanément d'un monde à l'autre. Voilà, c'est plutôt ce design-là. On entrevoit quand même un exemple de leur technologie dans les films, c'est la voile du vaisseau du comte Dooku. Mais toutes ces civilisations que nous avons présentées, en fait, dans l'univers Legends, elles sont subordonnées à une autre, qu'on appelle les Célestials. Initialement, on ne sait pas qui ils sont vraiment. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Ce sont les architectes de puissants utilisateurs de la Force qui ont conçu la station Center Point et qu'on imagine à l'origine de la gueule, cette amas de trous noirs que l'on voit aussi dans Solo. On ne sait pas grand-chose d'eux, en fait, jusqu'en 2011. 3 épisodes de Vulcan Wars sortent et on découvre la planète Mortis et ses étranges occupants qui ont été plus tard identifiés comme étant des Célestials. Le nom n'a pas encore été confirmé dans l'univers officiel, même si les Célestials sont réapparus. Mais on peut considérer que le père, le fils et la fille font partie d'une civilisation puissante, ancienne et maintenant disparue. Donc, outre les Célestials, les Rakata ont fait leur retour. C'est la fameuse civilisation du cristal que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on manque encore de détails à leur sujet. Une autre civilisation a émergé au premier plan, que les joueurs de Jedi Fallen Order connaissent bien, puisqu'il s'agit des Zeffo. Alors effectivement, au lieu de reprendre toutes les civilisations et les espèces de l'univers légende, l'univers officiel a créé une nouvelle civilisation, très importante dans le jeu, donc Fallen Order, les fameux Zeffo. Alors les Zeffo sont mystérieux puisqu'ils n'apparaissent jamais dans le jeu. On les rencontre seulement en visitant le sanctuaire de 3 sages Zeffo. Donc il faut savoir que les Zeffo manipulaient la force. Alors eux, ils l'appelaient ça le vent de vie. C'est poétique. Et les membres qui manipulaient la force étaient appelés des sages. Et dans ces fameux 3 sanctuaires, on peut constater la chute de la civilisation Zeffo. Au départ luxuriante, ils ont visité plusieurs planètes, entre autres Kashyyyk, Ontoto et Bogano. Le premier d'ailleurs Zeffo, Elraim, donc que vous voyez sur l'illustration, dans son tombeau a fait reproduire un arbre Oshir, puisqu'il avait d'excellentes relations avec les Wookiees, et il s'est fait enterrer donc dans ce fameux sanctuaire, qui était au départ un lieu de savoir où il se formait à la force. Le deuxième sage, Mictrul, lui commençait déjà à exiger des offrandes pendant son règne. Son sanctuaire était bien plus richement garni que le premier. Il y avait de nombreux glyphes concernant des pratiques religieuses, en particulier les astriums. Alors les astriums, c'était une relique qui se servait beaucoup dans les pratiques religieuses et qui servait en plus d'ouvrir le fameux sanctuaire de Bogano, qui ne s'ouvrait qu'avec un astrium et avec la force. Voilà. Sanctuaire qui avait une importance particulière pour les Zeffo, puisqu'il était sur une planète où vivait le fameux Binoc, donc c'est un animal qui représentait beaucoup pour eux, puisqu'il était présent dans de nombreux arts. Et on pouvait témoigner avec tous les vases qui étaient entreposés dans ce fameux sanctuaire. Et il y a un troisième sage, Kujet. Alors lui, contrairement aux 2 autres, son sanctuaire n'était pas sur leur planète d'origine, mais il était sur Dathomir. Déjà, Dathomir, ça sent pas bon. Parce qu'effectivement, Kujet, au fil de son règne, avait basculé dans le côté obscur, dirigé en tyran, et massacré ses opposants dans son propre temple en les réduisant en statues de cendres. Donc on est parti d'une civilisation luxuriante qui a décliné au fil des années. On apprend à la toute fin qu'un sage a amené ce qui restait de la civilisation vers le grand inconnu. On peut supposer les régions inconnues. Les Zeffo, on n'en entend pas seulement parler dans le jeu Fallen Order, on en entend aussi parler rapidement dans la Haute République, puisque le Jedi Ilaga a découvert plusieurs enseignements qui appartenaient à un groupe de Zeffo sensibles à la force, les sages Sabraki. Il enseigna à son padawan Kilias Terradin comment rester debout sur une surface verticale.
Donc, les Jedi n'avaient pas le monopole des enseignements concernant la Force. Donc, en fait, les Ephos, qui sont donc au cœur de Fallen Order, ont la même importance que les Rakata dans KOTOR. Alors, peut-être qu'il en va de même pour sa suite Survivor, mais le jeu étant sorti il y a seulement quelques jours, nous n'avons pas pu se permettre de le tester pour continuer l'histoire des Ephos. Voilà, cette conférence est prévue depuis quelques mois. On ne pensait pas qu'on aurait à la fois un jeu, la suite de Fallen Order, et le Star Wars Timelines quelques jours avant. Un peu compliqué les choses. Ici, vous avez deux exemples de technologies Zepho. Vous avez les gardiens des tombeaux, donc qui sont les ennemis parmi les plus redoutables que l'on affronte dans Fallen Order. Et vous avez les sphères d'énergie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ils m'ont donné pas mal de fil à retordre pour réussir à les positionner. C'est un sacré souvenir. Donc, tu peux parler. Donc, les fameuses sphères, donc on apprendra dans un roman, dans un comic, je ne veux plus dire de bêtises, comics, ouais, dans un comics, qu'elles peuvent être converties, comme beaucoup de technologies, en armes, puisque lors de la confrontation entre les Philaris dans le conflit qui les oppose à la corporation Da'a sur Ontoto, ils s'en sont servis d'armes. Il y a une dernière civilisation dont nous voulions vous parler, civilisation ancienne qui est particulière parce qu'elle joue un rôle plus proéminent que tous les autres. C'est la civilisation. Non, mais c'est un nom qui est encore plus connu, je pense, puisqu'il s'agit des civilisations Sith. Voilà, un cas particulier, puisqu'il y a l'ordre Sith que vous connaissez, bien sûr, mais il y a aussi l'espèce Sith, très développée dans les Legends, et qui est de retour dans l'univers officiel. Un Sith est apparu dans un comics en début d'année. On ignore encore beaucoup de choses sur leur passé dans l'univers officiel, mais il y a de fortes chances que ça se rapproche de celui de Legends. Et la planète d'origine des Sith, donc, s'appelle Korriban, dans l'univers Legends. Dans l'univers officiel, c'est Moraband. Alors, c'est un changement de nom qui est dû à George Lucas lui-même, qui n'aimait pas le nom Korriban. Les Sith sont dès l'origine un peuple guerrier, mais pas forcément voué au côté obscur. L'Aube des Jedi, une série de comics qui se déroulait 25 000 ans avant la saga Skywalker, nous présentait l'exemple de Seknos Raf, qui est un Sith Jedi, qui a pris part aux guerres de la Force sur Titon. Le premier seigneur des Sith s'appelait Hadas, et il pratiquait une forme de côté obscur, la magie Sith. Pour autant, il a aussi été l'âme de la résistance de son peuple face aux Rakata. Après sa mort, qui était d'ailleurs un sacrifice, ce qui n'est pas très Sith, dans le sens où on l'entend, son peuple est retombé dans des divisions pendant plusieurs milliers d'années. Et tout a été bouleversé, en fait, après l'arrivée de Jedi exilés, qui ont pris le pouvoir et qui sont devenus les seigneurs noirs des Sith. Ils ont transformé les Sith en un empire conquérant, entièrement voué au côté obscur, et qui est resté isolé du reste de la galaxie jusqu'à la survenue d'un vaisseau d'explorateurs républicains. Donc il s'agit de la série de comics La Légende des Jedi. Un détail qui est souvent oublié, c'est que une sous-espèce de guerriers Sith, les Massassi, qu'on voit assez mal ici, sont arrivés sur la 4e lune de Yavin avec un seigneur Sith nommé Nagasado, et qu'ils y ont construit les temples qui abritent la base rebelle de l'épisode 4. Donc ironiquement, les Sith ont prêté main forte à la rébellion. Alors, pourquoi vous avoir présenté ces objets, ces civilisations? Pourquoi avoir essayé de tourner notre conférence vers l'histoire? Déjà parce que nous sommes tous les deux fans d'histoire, ça aide. Mais surtout, il s'agissait pour nous de vous montrer que le passé de la saga Star Wars peut être à la fois riche et incroyablement varié, au-delà des simples affrontements Jedi-Sith. Ces affrontements entre côté obscur et côté lumineux ont été au cœur de la saga sur les écrans, jusqu'à présent. Mais on peut imaginer que Star Wars va devoir se renouveler à un moment, surtout si vous avez vu la dernière saison de The Mandalorian,
ou la bande-annonce d'Ahsoka, vous savez que l'univers étendu, officiel mais aussi légende, est une formidable source d'inspiration. De plus en plus assumée. Et nous avons désormais 2 œuvres, l'une au cinéma, le film de James Mangold, s'il va jusque-là, et l'autre sur Disney+, The Acolyte, qui vont se dérouler dans le passé de la saga Skywalker. Il y a du potentiel en fait dans ce passé de la saga pour caser de grandes histoires qui seraient radicalement différentes de ce qui a été proposé jusqu'ici. Prenez par exemple les guerres Azakani, donc c'est l'illustration de gauche. C'est un conflit entre Coruscant et un autre monde du noyau, Azakan, autour de leur modèle de société, de leurs ambitions de colonisation. C'est plusieurs millénaires de conflits, avec des moments plus ou moins chauds. Et c'est gagné par Corellia à la fin. Vous avez aussi, encore mieux, les croisades Pius Dea. Donc là, en fait, c'est pendant un millénaire, une secte qui prend le contrôle de la République et qui prône une idéologie anti-non-humain et qui lance des guerres, donc des croisades, contre les Hutt et contre d'autres peuples non-humains. Et même l'ordre Jedi est divisé pendant des siècles, sans qu'il y ait d'histoire de Sith ou de côté obscur en lui-même. Et que dire de la grande révolution droïde, que j'évoquais un peu plus tôt, ou même d'anecdotes comme le chancelier Hutt Blotus, 275 ans quand même au Sénat. Donc vous avez une richesse vraiment incroyable, et beaucoup de choses qui peuvent encore apparaître à l'écran. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir apparaître ? Alors Dark Bane, effectivement, Dark Bane, alors c'est un cas encore de reprise du Legends dans l'univers officiel via la série The Clone Wars. Il est apparu, alors pas tout à fait sous l'aspect qu'on lui connaissait, mais le nom est venu assez vite. C'est un nom d'ailleurs qui était présent dès les guides visuels de l'épisode 1. Si mes souvenirs sont bons, c'est donc quelque chose d'assez ancien. On peut penser que c'est quelque chose qui sera repris prochainement dans des œuvres de l'univers étendu, sur Disney+ ou au cinéma. Ah, sur KOTOR. Alors, ça, effectivement, ce serait intéressant. On a le personnage de Revan qui est quand même l'un des favoris des fans. Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que le projet de jeu qui est en cours va sortir? Est-ce qu'il est canon ou légende? Oui. Il reste encore beaucoup de données à vérifier. On a eu un teaser sur ce jeu, on n'a pas eu grand-chose d'autre depuis. C'est un projet qui semble un peu en repos pour le moment. Grand schisme Jedi. Alors oui, effectivement. Donc les seigneurs Sith que je montrais un peu plus tôt. Voilà. Donc effectivement, ils sont arrivés sur Korriban à l'issue du second schisme Jedi, qui était un événement, un siècle de guerre, voilà, quelque chose de bien sympathique. La création de quelques monstres, genre les Léviathans, qui ressemblent un peu à ce que vous avez dans Avengers. Et donc c'était le second. Le premier date de l'époque de la création de l'Ordre Jedi, avec un certain Xendor, qui était à la tête des armées du côté obscur. C'est un événement qui a encore été assez peu exploité dans l'univers Legends, et nous verrons ce qu'il en est dans l'univers officiel. Vous avez évoqué Darkban, mais dans The Acolyte, on a peut-être un autre Dark célèbre qui risque d'apparaître. Oui. Voilà, logiquement, si Dark Plagueis reste bien le maître de Sidious, 100 ans avant la menace fantôme, il risque d'apparaître à un moment ou à un autre. Donc on risque d'avoir une nouvelle reprise. Alors, univers légende à cheval, puisqu'il est prononcé effectivement dans l'épisode 3, mais s'il décide d'en faire encore un Moon, et s'il décide d'en faire le maître de Palpatine. Si déjà on a Dark Plagueis, je pense qu'on peut être satisfait. Dark Tenebrous, ça serait peut-être
le summum de la série, en tout cas, oui. Ah bah, son nom est canonisé obligatoirement puisqu'il est prononcé dans la Revanche des Sith. Ah non, Ténébrous, pardon. Ah non, Ténébrous n'a pas... Alors, il y a une légion Ténébrous dans l'épisode 9. Ah. Vous savez, dans les légions Sith de l'empereur Palpatine, mais ça on le sait pas dans l'épisode, hein, c'est dans le guide qui a été sorti après, chaque légion Sith a un nom d'un ancien Dark. Voilà. Mais c'est la seule fois où le nom apparaît vraiment officiellement dans l'univers canon. Ouais. Effectivement, le cas de Revan est similaire, sauf que pour le moment, on ne sait pas du tout ce que Disney va faire du personnage. La reprise du nom, c'est bien, mais si le personnage en lui-même peut être repris, c'est mieux. D'autres suggestions? Alors, Dark Knight, on est plutôt dans le futur. C'est encore différent, là. Ils n'ont encore jamais été dans le futur. Reprendre un ancien Jedi... Pas que je sache, Charadet, à Charadet... Non, je pense que chez Tusken, on n'a pas de Jedi pour le moment. La poursuite de la carbonite. Alors, oui, refaire quelque chose comme Shadow of the Empire, les ombres de l'Empire. Oui, effectivement. Après, là, sur l'histoire, je vois pas trop sur le passé. Mais oui, refaire un projet dans le passé de la saga. Oui, pour un méchant, effectivement. Afra? Oui. Effectivement, ce serait intéressant. Après, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore eu de série, j'ai envie de dire, de niche, avec des approches différentes sur la saga Star Wars. Docteur Afra la Docteur pourrait parfaitement être adaptée. Est-ce que c'est dans le projet de Disney? Là, ça me paraît beaucoup plus incertain. Donc ça, c'est par rapport à la vérité des Jedi. La vérité des Jedi, c'est intéressant. Ils ont repris le repère des 1000 ans qui était associé à la vérité des Jedi, enfin qui a été associé par la suite, a posteriori. Est-ce qu'ils vont le reprendre? Bonne question. Le concept est intéressant en tout cas. Moi, je le reprendrai, mais je ne suis pas décideur. Concrètement, on le voit bien récemment avec Ahsoka et le Filoniverse que rien n'est à l'abri pour être pris. C'est pas parce que à l'époque du rachat de Lucasfilm, ils ont mis à bas l'univers légende qu'ils ne se privent pas d'aller piocher les idées. Alors, des fois les bonnes, Throne, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne idée. Des fois les plus mauvaises, probablement la résurrection de Palpatine. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas pour ça que c'était une bonne idée non plus. La planète Jedha, on a eu quelques comics qui sont sortis au moment de Rogue One. On en reparle dans la Haute République. C'est le théâtre d'un audiodrama que malheureusement nous ne sommes pas prêts d'avoir en France, d'après ce que j'ai compris hier à la conférence de Pocket. Je pense que avec le film des 25 000 ans, il est possible que Jedha apparaisse. Ça fait partie avec Arto, avec Titon ou Titan, des endroits qui ont de bonnes chances de réapparaître dans ce projet. Au niveau design, tout à fait. Il y a un lien.
Oui, même au niveau couleur, il y a un lien évident entre les deux endroits. Alors le conflit avec Evong, ça c'est encore une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches, ce serait sans doute très intéressant, je pense, à titre personnel. Je ne sais pas si Disney veut se lancer là-dedans. Ça a été très controversé à l'époque. C'est, voilà. Oui, je pense que visuellement ça passerait mal. Valkorion, c'est l'empereur de l'Empire éternel, oui. Désolé, je ne suis pas allé jusqu'au DLC de Haute République. C'est possible, effectivement, d'avoir ce genre d'histoire. Je pense que Vityat est un personnage intéressant si jamais ils veulent lancer une grosse saga dans le passé. Après, ce serait un projet très ambitieux. Ouais, il est un peu trop long, effectivement, mais pour avoir un gros antagoniste... Oui. La chance d'avoir... Vous pensez qu'on aura la chance d'avoir Dark Nihilus à l'écran? Dark Nihilus, alors... Ça, effectivement, un concept... Alors, désolé. Dark Nihilus, Dark Sion, Dark Freya, les méchants de KOTOR 2. Je pense que ceux qui ont joué au jeu sont d'accord pour dire que ce sont de bons antagonistes, avec des concepts intéressants. Et personnellement, j'espère que KOTOR 1 reviendra justement pour qu'on ait une refonte de KOTOR 2 et que le jeu soit enfin mis à sa juste place, c'est-à-dire parmi les meilleurs jeux Star Wars. Avis très personnel. D'autres questions? Oui. Marajad. Ah, alors. On va poser la question dans quelques minutes à Timothy Zahn. Donc, voilà. Non, donc justement, dans une demi-heure à peu près, on a la chance de pouvoir interviewer Timothy Zahn. Donc c'est une question effectivement qui est prévue. Voilà, le retour de Marajan, attendu par, je pense, énormément de fans. Est-ce que ça l'intéresserait? Est-ce qu'il a envie de l'avoir en live action comme Throne? Mais alors, la question c'est quoi en faire? Voilà, parce que Luke n'est plus là. Dans le 8, même dans le 7, rien n'indique que Luke ait connu Marajad. Au contraire, il a même été demandé à Mark Hamill si Luke était mort vierge ou pas. Il avait dit en rigolant qu'il avait sûrement eu une petite aventure sur Tatooine en tant que paysan. Mais voilà, Marajad, pour l'instant, on n'en voit malheureusement pas. Voilà. Ou alors Filoni nous réserve une surprise. Voilà. Dans son fameux Filoniverse qui doit être conclu donc par son film qui a été annoncé à Celebration. Mais voilà. On aimerait tous, honnêtement. Je pense que y a beaucoup de fans qui aimeraient le retour de Marajad. Donc, on aura peut-être un élément de réponse tout à l'heure. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu assister à cette conférence. Et désolé pour les hésitations, c'était la première fois pour nous deux, donc on débute. On débute.